Juega Redondo, quiere encarar a Henningsberg, se va a marchar Redondo. Ahí está Fernando Redondo. ¡Ay, madre, qué taconazo se ha sacado! De la línea de fondo, continúa Redondo, la pone hasta Raúl, va a marcar. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del Real Madrid! Me sonrío por el gesto del Bosque. Fíjense qué jugadón se ha marcado Fernando Redondo. Taconazo, línea de fondo, pase de la muerte. Llega Raúl para sellar el jugadón de Redondo y subir el tercero para el Real Madrid. Marca el Madrid el tercero. Jugadón de Fernando Carlos Redondo, que le puso el balón a Raúl. Así lo celebra el banquillo del Madrid. Saison 1999-2000. Manchester United reçoit le Real Madrid en quart de finale retour de Ligue des Champions. Ce soir-là, les Madrilènes profitent d'un Fernando Redondo au sommet de son art. Sur la pelouse du Théâtre des Rêves, il invente un geste génial qui lui permet d'offrir le doublé à Raúl. Une masterclass qui en dit long sur le génie qu'était l'Argentin. Une légende à laquelle les libéraux vont essayer d'être à la hauteur. Les libéraux. Le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Et pour m'accompagner dans ce podcast, j'ai Raphaël. Salut à tous. Tate. Salut. Et Yohan. Hola a todos. Hola a todos. Bien sûr, de toute façon, je sais pas si en Argentine on dit hola a todos aussi, j'imagine que si. Mais en tout cas, je sais que Yohan, c'est surtout le Redondo madrilène qu'il apprécie. Et c'est à lui que rend hommage ce hola a todo. Ah ouais, franchement, Fernando Redondo, c'est vraiment c'est vraiment quelqu'un que j'adore. On adore que Dieu, hein, on dit, mais Fernando Redondo, c'est moi, franchement, dans toutes les équipes que j'ai mis dans toutes mes Dream Team, 3-4-3, Redondo, il est juste devant la défense. Pour moi, c'est non négociable. On va rentrer directement dans le vif du sujet avec la saison qui voit Fernando Redondo au sommet de son art. La saison 99-2000, notamment en Ligue des Champions, histoire que tout le monde sache à qui on a affaire. Tate, 99-2000, Fernando Redondo, c'est historique. C'est historique, alors que la saison prédestinée en 1-1, ce qu'il allait faire en Ligue des Champions, ce qu'ils allaient faire en Ligue des Champions. Johan peut mieux parler de moi. Le Real, à un moment, est 16e du championnat. Et il y a ce match à Manchester, un mercredi. Et franchement, moi, avant le match, je me disais, non, Manchester allait passer au vu des difficultés du Real en championnat. Et là, d'un coup, on a ce geste sur Berg. C'est Raúl qui marque. C'est inattendu. Ouais. Pour moi, c'est au même niveau que la volée de Zidane, que le but de Ronaldo contre la Turquie, le but de Ronaldinho face à Chelsea, le pointu. Ouais. C'est un moment de grâce, tout simplement. C'est un moment de grâce où tu te dis qu'est-ce qui vient de se passer. Et les joueurs, hein, vous remarquerez bien, ils vont tous voir Redondo lors du but. Ils vont même pas voir Raúl. Oui, parce que Raúl a juste à pousser la balle au fond. Ah, mais Raúl fait un super appel à Raúl, hein, je trouve. Il se démarque vraiment bien. Ouais. Moi, j'ai bien aimé aussi l'appel de Raúl. C'est intéressant ce que vient de dire Tate Raphaël, parce qu'il explique que c'est l'équivalent d'une volée de Zidane, etc. En fait, c'est le genre de geste qui vous fait rentrer dans la postérité, en fait. Bah, c'est un match coup près de Ligue des Champions, dans un stade mythique, une rencontre mythique, et surtout une performance mythique, parce que là, on parle même pas de passe décisive, on parle de gestes amenant à une passe décisive et un but très important, parce que le Real Madrid gagne 3-2 ce match à Old Trafford pour le quart final de retour de Ligue des Champions. Donc forcément, dans des moments comme ça, là, on sort du rationnel, c'est-à-dire des gestes venus d'ailleurs, vraiment à l'instinct, et maîtrisés et décisifs, bah, ça peut que rester dans les mémoires de tout le monde. On est fiers de l'avoir comme capitaine quand on supporte le Real Madrid, Yohan. Bah, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que cette saison-là, Redondo, à la base, c'est le troisième capitaine de l'équipe. Ouais. Le premier capitaine, c'est Manolo Sanchez. Le deuxième, c'est Fernando Hierro. Et le troisième, c'est Fernando Redondo. Et honnêtement, quand on voit les compositions de l'avant-match entre Manchester et le Real, sachant qu'on voit quelle saison fait le Real fait une saison catastrophique. Et Manchester est largement au-dessus en Angleterre. Manchester est tenant du titre. Honnêtement, ce match, je me souviens, il passe sur TF1. Honnêtement, je voyais Manchester, mais vraiment passer assez tranquillement. Mais quand justement arrive, donc il y a le CSC de Roy Keane, l'enroulé de Raúl pied gauche, et là qu'on voit justement cette talonnade grand pont qu'on appelait par la suite la Redondo et la passe décisive, honnêtement, là on est fiers non seulement d'être supporter du Real Madrid, mais d'avoir Fernando Redondo comme chef en fait, comme chef d'orchestre dans cette équipe. Et honnêtement, moi c'est à ce moment-là que je découvre pleinement le joueur qu'il est. Et c'est à ce moment-là justement que voilà, pour mon amour pour ce joueur, c'est décuplé, parce qu'au-delà du footballeur, au-delà de ce geste, il y a aussi un état d'esprit qu'on aime beaucoup du côté du Real, c'est ce qu'incarne Fernando Redondo.
Mais alors pourquoi on l'a laissé partir, Johan? Tu es en train de dire que c'est à ce moment-là que je le découvre? En fait, c'est à ce moment-là qu'il quitte le Real. Ben oui, mais il quitte le Real, pourquoi? Il quitte le Real parce que le Real, justement, veut restructurer son effectif. Tu sais, au Real Madrid, c'est pas moi qui vais te l'apprendre, il y a des choix qui sont toujours critiquables. Il y a Redondo qui part en 2000, il y a Makelele qui part en 2004, enfin en 2003 plutôt. Il y 2003. a ces transferts-là qu'on ne comprend pas, en fait. Il y a ces transferts-là qu'on ne comprend pas. Donc Redondo décide de partir au Milan. Enfin, déjà, Redondo ne voulait pas partir. Hein. Redondo, Mhm. Ouais, il n'avait pas envie de partir. C'est vraiment tout s'est fait derrière son dos. Et je pense que c'est une place qu'on a voulu laisser pour un joueur moins expérimenté que lui, plus jeune, parce que Redondo, justement, je pense que je ne sais pas si ça a été vu ou pas, mais les problèmes physiques vont commencer sérieusement à le ronger par rapport à ça. Et justement, le Milan AC récupère quand même un Fernando Redondo sur une jambe, en fait. Et c'est ça qui, malheureusement, qui fait que on va dire qu'on a trouvé le remplaçant parfait avec Claude Makelele en provenance du Celta Vigo. Juste pour rebondir sur cette question, enfin sur ce raisonnement, je sais que Florentino Pérez il s'était engagé à recruter Luis Figo pendant sa campagne électorale et Ouais. qu'il coûtait cher et qu'il fallait qu'il dégraisse justement C'est ça. pour avoir des liquidités pour ramener Figo. Et comme tu le disais, il avait 31 ans, je crois, Redondo, C'est ça. en 2000 et il était sur une jambe. Donc moi j'ai une question à poser à Johan surtout. Mhm. C'est que le Real Madrid a souvent coutume de bien vendre et surtout au bon timing. Et là, il avait 31 ans et comme tu dis, il était sur une jambe. Donc, est-ce que c'est un si grand hasard que ça de voir un tel joueur partir? Parce qu'au final, on le verra que quelques mois par la suite, il va se tuer le genou droit et au final, le Real l'aura vendu au meilleur des moments, quoi. Si c'était vraiment lié aux blessures ou vraiment à la partie liquidité pour ramener Figo. Moi, je pense que c'était un petit peu des deux. Et je pense que Florentino Pérez aussi a voulu, je pense, écarter l'un des joueurs les plus caractériels de l'équipe aussi. Parce que justement, en vendant Fernando Redondo, il fait venir deux bons joueurs qui sont Flavio Conceição et puis Claude Makelele. Donc en fait, avec la vente, enfin je sais pas si avec la vente il en a profité pour acheter ces deux joueurs-là, mais Claude Makelele et Conceição arrivent en fait et ça apporte justement un souffle supplémentaire. Je vous rappelle que Flavio Conceição, il fait partie de l'équipe qui gagne la Liga, il me semble, avec le Deportivo La Corogne la saison d'avant. Putain, ils ont fait un vrai mercato le Real en 2001. C'est ça, ouais, en 2000-2001, ouais, franchement, il n'y a rien à dire sur ce mercato-là, il n'y a vraiment rien à dire. Mais je pense que, honnêtement, tu vends, certes, un joueur qui a été prépondérant dans la victoire en Ligue des Champions, mais tu recrutes un joueur qui a fait une saison monstrueuse avec le Celta Vigo, notamment en Coupe de l'UEFA et qui est international français, et tu recrutes le milieu défensif de l'équipe championne d'Espagne. On peut pas dire vraiment que c'est un mauvais investissement, même si c'est vrai que les supporters étaient très 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 déçus du départ de celui qui représentait justement le madridisme à l'état pur. Mais moi, j'ai un peu du mal avec vos justificatifs et je vais donner la parole à Tate pour voir s'il est d'accord avec moi. Mais parce qu'on parle de quelqu'un qui a 31 ans, bon, c'est vrai que la suite va nous montrer que la jambe, c'était peut-être le bon moment pour partir, mais à ce moment-là, on ne le sait pas forcément. C'est aussi le joueur de la saison UEFA 99-2000, donc ça veut dire que ça le passe aussi comme étant le meilleur sur cette année-là. Il va soulever la Ligue des Champions. J'ai l'impression, et je l'ai aperçu un petit peu dans la parole de Johan Tate, c'est que Redondo, c'est aussi le genre de joueur qu'on peut se permettre de mépriser, surtout s'il est un peu caractériel. J'ai l'impression que c'est aussi le genre de pouls qu'on ne veut pas avoir chez soi, quand bien même c'est un joueur exceptionnel. Bah, justement, ce genre de joueur, il faut qu'il soit exceptionnel. Parce que quand ils deviennent moyens, entre guillemets, ils posent un peu le problème. Mais il faut savoir aussi que le Real, à ce moment-là, il y avait 4 boss du vestiaire. Il y avait Raúl, Hierro, Sanchez et Redondo. Donc il y a Sanchez qui part à la qui est plus vraiment dans le coup. C'est vrai, il voulait vraiment mater aussi Florentino en venant aussi, il voulait aussi mater aussi ce vestiaire parce que ce vestiaire a eu la tête de l'entraîneur Yupenkes, Toshak. C'est eux aussi qui faisaient un peu la pluie et le beau temps dans le vestiaire. Anelka peut témoigner. Et voilà, c'était aussi cette manière aussi de faire en sorte que de raser aussi ces entités-là aussi, ces entités-là. Parce que, qu'on se le dise, Fernando Redondo, c'est une légende du Real Madrid, Johan. Ouais, franchement, Fernando Redondo, c'est vraiment... En fait, il incarne justement, parce qu'il faut pas oublier que la décennie 90, elle est dominée par le Barça, en grande majorité. Et Redondo incarne justement il incarne en fait cette opposition qu'il y a avec le Barça. Dans le sens où, quand on l'achète de Tenerife, on sait que c'est un joueur, voilà, on sait que c'est un très bon joueur du championnat d'Espagne avec Tenerife. Il a vraiment montré des bonnes choses avec Valdano qui l'a couvé là-bas. Et puis Valdano le prend dans ses bagages quand il arrive au Real Madrid.
Mais Redondo, je pense qu'il n'est pas attendu en fait comme étant le milieu défensif qu'il va devenir en fait au Real Madrid. Et petit à petit, par sa manière de jouer déjà. Non, mais plus sérieusement, non. Redondo, en fait, moi je pense qu'il arrive déjà avec un certain statut de très bon joueur de championnat d'Espagne, mais on ne s'attend pas à ce que ce soit une légende du Real. Parce que pour être une légende du Real Madrid, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, il faut vraiment montrer d'énormes choses. Et je pense que premièrement, son caractère qui était incroyable sur le terrain, il donnait tout, c'était vraiment quelqu'un qui était au four et au moulin, mais additionné justement avec cette classe, en fait, cette aisance technique, cette élégance balle au pied. Et surtout, moi, je m'en souviens de Redondo, les disputes qu'il y a eu avec Rivaldo lors des Barça Real, bien que Barça nous a souvent chicoté à l'époque de Luis Van Gaal. Mais les bagarres qu'il y avait sur le terrain entre Redondo et Rivaldo, c'était incroyable. Et Redondo, justement, il incarne en fait ce madridisme. Il incarne justement cette identité du Real Madrid. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'on l'appelle El Principe par rapport à ça. Mais Redondo aussi, c'est la classe. C'est la classe, un très bon comportement en dehors du terrain. Et c'est ce qu'on aime en fait en Espagne. Redondo, il incarne justement la classe à l'Argentine. Non, j'allais dire que c'était plus de 200 matchs pour le Real Madrid entre 1994 et 2000. Il est dans l'équipe type de l'histoire du Real pour beaucoup de personnes dans les différents sondages, notamment auprès des journaux, etc. Raphaël, on a quelqu'un qui a gagné 2 Ligues des Champions, qui a été 2 fois champion avec le Real Madrid. C'est vraiment le joueur qui, au départ, était venu parce que c'est un très bon joueur de Liga, donc on a des certitudes quand on le récupère, et qui a su, au fur et à mesure des années, prendre un statut beaucoup plus haut jusqu'à devenir une figure indétournable de ce Real qui réapprend à gagner. Mais c'est drôle en plus parce que le Real Madrid a perdu 2 titres à la dernière journée en 92 et 93 à cause de 2 défaites contre Tenerife en fin de match, notamment en 92 où ils menaient 2-1 à un quart d'heure de la fin et ils se sont écroulés, permettant au Barça de gagner ses 2 titres consécutifs. Mais au final, quand il arrive en 90 à Tenerife est 18e de Liga. 3 ans après, ils arrachent la place de qualifier pour la Coupe de l'UEFA c'était la Coupe de l'UEFA en 93. Ils finissent 5e. Donc déjà, en termes de preuves, je pense que tu peux pas faire mieux que de t'imposer comme le leader d'une équipe qui a su progresser à une vitesse exponentielle à ce point-là. Et quand il arrive au Real avec Jorge Valdano, en fait, il s'impose tout de suite. Alors au début, je crois, il joue avec, à partir de 95, il joue avec Sidor dans un milieu de terrain. Il y avait Carambeu. 97. Sidor, il arrive plus tard. Sidor, il arrive avec Capello. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, après, moi, j'ai mes premiers souvenirs vraiment que j'ai de lui, c'est quand il jouait avec Seedorf et Carambeu par la suite. Et tout à l'heure, Reda, tu parlais de 2000, le geste contre Manchester. Moi, le match, pour moi, la plus belle prestation, je sais pas si Johan sera d'accord avec moi, qu'il a fait au Real Madrid, c'est contre Dortmund, le match retour. Le match retour. Ouais, exactement. Le match retour, il y a eu 0-0. Le Real avait gagné 2-0 à l'aller. D'ailleurs, le match aller où il y a eu les 1h30 d'attente parce que le but était tombé là. Et du coup, le match, il a commencé à 21h05. On dirait un concert congolais. Continue. En plus, excuse-moi, Raphaël, pour la petite anecdote, moi, je me souviens que sur TF1 en prime time, c'était le match face à Monaco. C'était Juventus-Monaco qui passait. Ouais. Et après que le match soit fini, normalement, on avait le résumé, mais en fait, ils pouvaient pas donner de résumé. Donc, du coup, il y a eu un direct parce que justement, le match a mis du temps en fait à se mettre en place. Ouais, voilà. Et sur ce match retour, il a été homme du match, il a récupéré masse de ballons, volume de jeu, etc. Et je suis pas sûr, mais je crois même que c'est après ce match-là ou quelques jours après qu'on lui a octroyé le surnom du Prince. Parce que vraiment, il avait une prestance sur le terrain, à la fois sur la palette technique, la palette du volume de jeu. Parce qu'on parle facilement aujourd'hui des joueurs qui ont du volume de jeu, etc. Mais lui, il en avait vraiment. Et il arrivait vraiment à casser la ligne de passe. Enfin, il avait vraiment cette jonction de défense-attaque qui avait peu de milieu et avec classe. Tate, il était capable de jouer à la pointe basse d'un milieu aux losanges. Il était capable de jouer 8 dans un milieu à 2. En tant que milieu défensif, il avait une palette très large. Exactement, il a joué à 2, comme tu l'as dit, lors de la sélection d'Argentine en 93, quand ils sont champions d'Amérique du Sud. Il a joué avec Simeone, donc il peut jouer dans un milieu à 2, milieu à 3 avec Capello, pointe basse. Et vraiment, Redondo, c'est quelqu'un qui peut casser les lignes avec une passe et aussi dans ses projections, et toujours la tête levée. C'est pas quelqu'un qui regardait où est se trouvait le ballon, mais c'est toujours la tête levée. Il avait un temps d'avance sur tout le monde. Mais c'est vraiment ça, Redondo. C'est vraiment, il peut être le pivot en jouant très rapidement une ou deux touches comme Busquets. Il peut se projeter, il peut faire des transversales, il peut courir quand ses genoux vont bien. Et il avait vraiment une palette très complète
et c'était vraiment le patron du milieu de terrain au Real Madrid à ce moment-là. En fait, j'ai vraiment l'impression, Johan, qu'il était à la fois un garant de l'équilibre de l'équipe quand il était en bande basse, un peu à la Deschamps, les grandes heures de la Juve. Il était aussi une rampe de lancement aussi, un peu comme on a pu voir par la suite à la Pirlo, un peu une sorte de Regista. C'est vraiment un joueur comme a pu l'être Guardiola. Tate vient de le dire aussi, pour les plus jeunes auditeurs, ça peut aussi, sa façon de toucher le ballon quand il était en pointe basse, un peu à la Busquets. Je sais pas ce que t'en penses, toi, du côté Exactement. Pour moi, il regroupe justement, parce que moi, j'avais tendance à penser que Redondo, c'était plus le Regista, mais quand on regarde bien, qu'on analyse bien justement son jeu, c'est un mélange de demi-centre un petit peu, un mélange de Regista, un mélange de sentinelle un petit peu. Et en fait, il a toute cette palette qui est C'est tout complète. faire. C'est tout faire. En fait, c'est incroyable. En fait, il était moderne avant vraiment l'ère moderne du football. Ouais. Et c'est ça qui est incroyable, en fait. C'est vraiment un avant-gardiste pour moi, Fernando Redondo. Il était vraiment capable de faire des gestes de milieu offensif attaquant. Bien sûr, ouais. Tu te rappelles, Johan, tu te rappelles de la finale contre Valence où il avait mis un de ses crochets à Gérard. Il avait mis un de ses contact externe-interne. Ouais, Enfin, j'allais t'en parler. En fait, c'est la virgule à l'envers, en fait. C'est la virgule à l'envers. Ouais. Non, mais lui, il a fait trop de dingueries sur la finale. Et on parle d'un numéro 6. Hein. Non, mais on parle pas d'un 10, d'un 9, d'un 7. On parle d'un numéro 6. Il était incroyable. En plus, avec ses cheveux longs, il était trop beau, frère. L'arrêt au milieu. Il était trop beau. Comme dirait Damas, il est beau. C'est un bel homme. Non, c'est vrai que c'est un bel homme, mais comme tous les bels hommes, il avait aussi ses défauts. Et c'est pour ça aussi que j'aimerais qu'on en parle, Raphaël, c'est que, en fait, quand on parle de ce joueur-là, je me dis que normalement, il doit atteindre un statut qui fait de lui un homme, reconnu de tous, et une vraie légende. Et son talent, il était tel qu'il est. Mais j'ai l'impression que, quand même, mine de rien, il avait aussi ses défauts, toujours tactiquement, ou peut-être qu'il n'était pas assez rapide, peut-être un peu trop fragile physiquement, qu'il avait un charisme qui était plus technique qu'autre chose. J'ai l'impression aussi que quelque part, s'il était moderne et en avance sur son temps, sur sa manière d'appréhender le poste de milieu de terrain, il appartenait vraiment aux années 90 sur sa façon sur son physique déjà notamment. Mais en fait, c'est un peu la marque déposée des joueurs argentins de cette période-là au milieu de terrain. Tu sais, beaucoup de joueurs argentins qui sont élégants à voir, beaux, performants, qui ont la classe, mais qui prêchent un peu sur la partie physique, qui vont être un peu lents. Excuse-moi, Raphaël, mais quand tu regardes bien, les Argentins, par la suite, ils ont toujours voulu chercher le nouveau Redondo. Ouais, avec Quand tu regardes Gago. bien. Et même les joueurs un peu plus offensifs, on en a déjà fait un épisode même avec Riquelme, tous ces joueurs-là. Enfin, c'est vraiment l'archétype du joueur lent, mais tous ces joueurs-là qui composaient peu de défauts, mais leur gros défaut leur portait préjudice sur, on va dire, la longévité à maintenir ce haut niveau, pas que la lenteur, mais aussi l'aspect physique et peut-être aussi certains joueurs, l'aspect à penser à autre chose que le football, mais bon, ça c'est un autre sujet. Parce que au-delà de ce défaut tactique, et c'est là que le bal blesse, Redondo, c'est aussi une carrière internationale, disons-le clairement, moyenne, voire très moyenne. Alors, il était cadre sous Alfio Basile après la Coupe du Monde 1990 et jusqu'à la fin de la Coupe du Monde 1994, un laps de temps durant lequel il a pu être champion de la Copa América 1993. Tate, c'est un très beau fait d'armes. Tu l'as dit, il jouait aux côtés de Simeone dans un 4-4-2 à plat où Redondo a montré aussi qu'il était capable d'apporter un peu plus techniquement vers la balle au pied, etc. quand il laisse le registre défensif à son coéquipier. Mais c'est le seul vrai fait d'armes argentin de Redondo. Il y a la Coupe du Monde 94 aussi, attention. Et il y a la Coupe des Confédérations de 92 aussi. Quand il joue avec Maradona, il est même dans certaines équipes type du mondial, hein, Redondo en 94. Attention. Redondo en 92, il est meilleur joueur de la Coupe des Confédérations. Non, mais encore une fois, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, on parle de 3 ans et demi. Ben, moi, je peux l'expliquer parce que, en fait, en Argentine, il y a le débat, il y a deux écoles. Il y a le billardisme et le ménotisme. Et Redondo a été bon avec un entraîneur ménotiste, qui représente aussi ses idées du football, avec Alfio Basile. Mais quand il y a eu Passarella, quand il y a eu Bilardo, malheureusement, c'est des entraîneurs billardistes, hein, tout simplement. Et ils ont plus privilégié des joueurs physiquement plus imposants. Et d'où un joueur comme Simeone, qui est centenaire avec la sélection, qui avait même le record de Almeida, qui avait même le record de sélection en Argentine, Simeone, avant Ayala. Et ils ont plus privilégié ce type-là plutôt qu'un Redondo qui était beaucoup plus élégant.
Ouais, parce qu'en Et 90, plus friable. mais même en 90, sous Bilardo, les rumeurs disaient que Redondo avait décliné l'invitation pour reprendre ses études ou pour pas Ouais, les interrompre. en sciences Mais économiques, quoi. ouais, voilà, mais au final, apparemment, c'était parce que la stratégie de jeu ultra défensif et vraiment, comme tu disais, basée sur le physique, ne plaisait pas à Redondo. Et La question que je me pose, Sowen, ça veut dire que, en fait, c'est la lecture que j'ai, moi, avec le recul, parce qu'on parle d'une légende, mais une légende, surtout quand on est argentin, c'est une personne qui brille avec la sélection argentine. Et qui se donne corps et âme aussi pour la sélection. Et voilà, et justement, tu dis, là, tout à l'heure, Raphaël parlait de 90 où peut-être il aurait refusé. 98, on sait qu'il a refusé. Mais entre tout le reste du temps, j'ai l'impression qu'il n'est pas suffisamment fort pour être indispensable. C'est aussi ça Alors, qu'on peut se poser comme question. moi, je vais te dire la vérité, Reda. Si j'étais argentin, j'aurais une rancœur envers lui quand même. Oh. J'aurais une rancœur envers lui parce que, mine de rien, on sait que c'est un grand joueur. On sait que c'est un grand joueur, mais quand tu déclines autant de sélections et que parce que je pense que l'Argentine 98, je pense qu'ils sont cuits. Je pense qu'ils sont tout simplement cuits face aux Pays-Bas et je pense que c'est pour ça justement qu'ils ne passent pas en demi-finale. L'Argentine 98, elle s'est très bien débrouillée sans Redondo, ça faut dire la vérité. En 80, ouais voilà, en 98, voilà, l'Argentine montre qu'elle sait jouer sans Fernando Redondo. Elle montre que Redondo, comme tu l'as dit, n'est pas indispensable dans cette sélection-là. Et quand tu vois que il y a tous ces refus de participer à des grandes compétitions, moi, je parlerais un petit peu d'égoïsme. Je pense plus à de l'égoïsme plutôt qu'à une volonté de rendre service, dans le sens où, voilà, comme j'ai dit, le fait que Passarella, il paraît que le fait de ne pas couper les cheveux, apparemment c'était un prétexte. Apparemment c'était un prétexte. ouais, Donc, apparemment, c'est parce qu'il que, voulait pas jouer à gauche. c'est vrai que, voilà, exactement. Passarella voulait l'utiliser à gauche, ouais. Parce qu'il me semble que c'est Simeone qui l'a occupé pendant ce mondial-là. Mais voilà, en fait, parce que Batistuta, il s'est coupé les cheveux, mais il avait encore les cheveux longs. Ortega, il avait les cheveux longs encore. Donc, pour moi, Roy c'est un aussi, peu le gardien. Non, ouais, Roa. Ouais, toi aussi, il avait la Non, mais coupe c'est au vrai. poil. Ouais, c'est Ouais. vrai, c'est vrai. Même Almeida, ils avaient les cheveux longs. Moi, je pense que Redondo n'a pas voulu justement se plier aux exigences de Passarella. Mais après, quand on voit que Marcelo Bielsa débarque en 98, après son court passage à l'Espagnol Barcelone, on se dit que voilà, ça peut être une chose de bien pour Fernando Redondo. On verra par la suite que malheureusement, il n'a pas été un des joueurs sur lesquels Bielsa s'est appuyé. Il joue un match sous Bielsa, il est élu homme du match. Ouais, Brésil. c'est ça. Au marquage, Et- de, non au marquage de Rivaldo contre le Brésil. Ouais. Contre le Brésil, ouais. Et en plus, je me rappelle, ce match, il avait été retransmis sur France 2. Et il explique que par la suite, alors je ne sais pas, mais qu'il préférait se concentrer sur sa carrière avec le Real Madrid. Donc quand même, on a affaire à beaucoup, beaucoup trop d'éléments qui, moi, me gênent quand on parle d'un joueur d'un tel statut. Et encore une fois, le statut n'est pas volé. Il faut voir le rôle qu'il a au Real Madrid. Raphaël Tate disait tout à l'heure qu'il faisait partie des 4 cadres du meilleur club du monde. Quand tu es le cadre d'un meilleur club du monde, normalement, tu es le cadre de la sélection argentine. Certains me diront qu'actuellement, à la date d'enregistrement, il y a des cadres du Real Madrid qui ne jouent pas en sélection nationale, mais mine de rien, je trouve que c'est une très très grosse tache noire pour un joueur de ce statut-là. Non, mais c'est de sa faute, Bah, Reda. Ouais, mais après, c'est ce que j'allais dire, Johan. C'est vrai qu'il a sa grosse part de responsabilité parce que on va dire qu'en 90, ça peut peut-être se comprendre si jamais c'est vrai. Sous Passarella, bon, tu dis il fait un peu ça diva, mais bon voilà. Mais en 99, quand il arrête la sélection pour se concentrer vers un club qui finalement va le revendre un an après et va subir 2 années de galère au Milan, je pense que pendant cette période-là, il a dû vraiment regretter ce troisième choix de non-retour en sélection parce que au final, tu te sacrifies ta suite de carrière internationale qui n'était pas non plus très glorieuse jusqu'à présent pour un club qui au final va te vendre. Ouais, Ah, c'est vrai que il a gagné quand même avec la sélection. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent se dire j'ai gagné avec la sélection argentine. je suis d'accord, mais c'est quand même frustrant parce que Oui. tu vois, en 94, il jouait avec Simeone dans le milieu de terrain là, lors de la Coupe du Monde. En 98, il y avait Zanetti, Simeone, enfin il y avait vraiment toute l'armada. Moi, je pense vraiment que même si il aurait pu faire un travail sur soi-même et dépanner, je pense qu'il aurait pu quand même regagner sa place tôt ou tard et à vouloir trop exiger ce qu'on veut et par la suite trouver des excuses, se renouveler. Il y a un moment donné, je pense que il doit avoir. Je pense qu'il l'a peut-être pas reconnu, j'en sais rien, mais il doit avoir quelques regrets d'avoir autant
repousser la sélection parce qu'il y avait des choses à faire. Et surtout quand tu connais les Argentins, Raphaël, tu sais que les Argentins, pour la sélection, il y a une dévotion qui est énormissime. C'est paradoxal, en fait, par rapport à un joueur qui a autant de valeur dans la vie de tous les jours que de ne pas vouloir, voilà, justement, faire abstraction justement de tes desiderata pour jouer pour la sélection de ton pays, en fait. C'est ça qui est surtout qu'il a joué quand même longtemps. Il a joué longtemps au Bled en plus. C'est pas un joueur qui a fait 1 an ou 2, il s'est barré. Il a quand même joué 5 ans. Il a joué 4-5 ans. Argentinos Junior. Argentinos Junior. Ouais, c'est ça. Moi, je vais aller un peu à contre-pied par rapport à vous. Bon, pour reprendre, Redondo, c'est un artiste. Et les artistes ont besoin de se sentir importants. Et le problème, c'est qu'avec Passarella, il se sentait pas important. Il y avait des joueurs, comme on l'a déjà dit, un mec comme Simeone qui avait le brassard, était plus important que lui. Redondo, c'est le genre de joueur, vraiment, il a besoin d'être impliqué intellectuellement dans une équipe et dans un projet pour vraiment donner sa validation. Et le problème avec Passarella, on l'a même vu avec cette histoire de coupe de cheveux où je suis d'accord avec vous, c'était un prétexte, il se sentait pas à l'aise. Donc moi, je préfère quelqu'un qui décline plutôt que quelqu'un qui vient à reculons et qui joue pas bien, et après, quelques années après, ils disent oui, finalement, c'était pas bien, je me suis jamais senti considéré. Exemple, Nicolas Nelka. Moi, je préfère ça. Et pour Bielsa, le problème, c'est que là, on est en 99. Vous savez, comme vous l'avez dit, 1 an après, il a été revendu au Milan. 99, je pense qu'en termes physiquement, il arrivait à la fin, Redondo. Au niveau de ses genoux, je pense que il arrivait vraiment à saturation, et même si Bielsa voulait vraiment l'inculquer dans son projet, mais je pense que physiquement, malheureusement, ça aurait pas suivi jusqu'à 2002. Jusqu'à 2002, il fallait 3 ans de plus. Je pense pas que cette absence de grande histoire avec l'Argentine a empêché Redondo d'être une légende connue de tous, hein, bien plus que ce qui s'est déroulé mine de rien, et comme sa carrière aurait pu le présager. Ne serait-ce que pour sa fin de carrière aussi, qui ne l'a pas aidé. Il a été miné, Raphaël, par les blessures au Milan AC. Enfin, c'était vraiment très grave. Ouais, c'est trop, parce que quelques mois, voire quelques semaines après son arrivée à Milan, il se blesse au genou droit, il se pète les croisés pendant 2 ans, il peut pas jouer pendant 2 ans quasiment. Ouais. Et je vais prendre des citations de Redondo, hein, qui expliquait un peu son calvaire au Milan. Il disait qu'ils l'ont fait voyager à Knock, sur une ville balnéaire dans le nord de la Belgique, en hiver, et ils l'ont mis dans la mer du Nord, et il courait avec l'eau qui lui arrivait au niveau de la ceinture. Et que pendant 2 ans, quand il était en phase de récupération et de guérissement, en fait, pour son genou, il expliquait que chez le chirurgien, il le mettait les jambes vers le haut, il le vidait de son sang avec un garrot, il lui mettait des produits pharmaceutiques avec un risque que tout remonte au cœur. Et en gros, il aurait pu avoir des problèmes bien plus graves qu'une simple blessure au genou. Et il racontait que c'était pire qu'un calvaire. Et puis, quand tu es footballeur professionnel et que tu ne peux pas jouer et que tous les jours tu te coltines ça, et au final il va s'avérer qu'au Milan AC il n'aura pas joué pendant 800 jours en 4 ans. Ça fait plus de 2 ans sans jouer. Enfin, les 2 premières saisons, je crois qu'il me semble que les 2 premières saisons il joue même pas un match. Non, je crois qu'il joue aucun match. C'est sa 3e saison où il fait son premier match officiel. Mais grand seigneur, hein, au Milan, il avait l'un des plus gros salaires du club. Et il a refusé d'être payé pendant cette période-là. Grand seigneur. Ouais, c'est vrai. Ouais. Très, très grand seigneur. C'est pas Winston Bogart. L'un des plus gros escrocs du football international. Hein. Et le salaire qu'il avait à Chelsea, Et parlons de la standing ovation qu'il a reçu à Bernabeu en 2003. Oui. Hein. Ça, c'est beau parce que... Disons que le Milan, on a fait un choix interiste concernant Redondo, malheureusement. Peut-être qu'ils n'imaginaient pas que sa blessure puisse autant lui faire du mal, mais c'est ça qui est... Oui, vas-y, Tate. Ouais, mais vous vous rendez compte, à l'entraînement, à un moment, en 2001-2002, à l'entraînement, on avait Albertini, Pirlo et Redondo à l'entraînement. Vous vous rendez compte? Oui, c'est trop. Mon Dieu. C'est trop. C'est incroyable. Hein. Ouais, mais ils ont gagné avec des champions au final cette année-là. Sans Albertini, malheureusement, l'année dernière. Mais Redondo est considéré comme étant champion. Hein. Il a sa médaille. Il a sa médaille. Pas mal rentré de jeu, non? Donc c'est quelqu'un qui a 3 Ligues des Champions, quand même. Mine de rien. Mais au final, c'est drôle, il va jouer avec Rivaldo au final au Milan AC, alors qu'ils sont bien chicotés. Et les deux étaient culs au Milan. Mais franchement, Milan 2003, sur le papier, c'est incroyable. Ça, c'est un délire. Hein. C'est à PES 3, ils étaient chauds. Hein. Non, mais... Moi, c'est un jeu que j'ai souvent battu avec Raphaël. Hein. Souvent battu avec Raphaël. Bah non, c'est faux. Oh, mentir à l'émission. Prouve-le.
Un jour, on jouera en direct à PS6 et on verra ta tête dernier du classement, je vous le promets. Alors, non, juste moi, ce qui m'intéresse aussi par rapport à ce qu'il a fait, Redondo, grand seigneur au Milan AC, c'est qu'en fait, ce joueur, Johan, était vraiment un joueur hors norme, en fait. Ça veut dire que sur sa manière d'aborder sa carrière, sa manière d'aborder la sélection argentine, sa manière d'aborder son statut de professionnel, en fait, c'est vraiment un joueur qui est hors catégorie. C'est quelqu'un qui ne correspondait pas à ce qu'on pouvait attendre d'un joueur de football de son talent. Mais après, moi, je pense que ça se comprend et ça s'attribue aussi, à mon avis, par rapport à l'éducation qu'il a dû avoir. Je pense parce que quand tu regardes bien la plupart des joueurs argentins qui perdent dans le football, ils vivent dans des conditions qui sont assez difficiles dans leur jeunesse. Et je pense que quand tu as toutes ces valeurs-là, c'est compréhensible en fait que le mec il décide de ne pas voler l'argent du club, parce que mine de rien, ce qu'on a tendance à oublier, c'est que les clubs, c'est des entreprises, et quand ils achètent un joueur, c'est que tu investis sur le joueur, donc il faut un retour sur investissement. Et quand tu vois que la personne ne joue pas pendant 2 saisons, il apporte aucune plus-value au club, si ce n'est que lui, entre guillemets, coûter de l'argent. Je pense que c'est louable, et ça représente aussi le côté paradoxal en fait de Fernando Redondo. Il est capable de faire des caprices, justement, pour un point de vue un peu plus technique dans le football, mais il est capable aussi d'avoir ces gestes justement qui sont louables, ces gestes de grand seigneur, comme l'a dit Tate, de ne pas percevoir justement de ne pas percevoir son salaire du fait qu'il ne joue pas en fait. Et ça, honnêtement, c'est la grande classe. C'est pour ça, comme je vous l'ai dit, répété, dans ma dream team du football que j'ai regardé, Fernando Redondo a une place de titulaire indiscutable. Pourquoi? Pour tout ça ou pour ce qui concrètement il a fait au Real Madrid? Pour revenir finalement au cœur de ce podcast-là, c'est la force de Redondo en tant que joueur du Real Madrid. Il est aussi dans la Qui ne rêverait pas d'être comme Fernando Redondo? On va dire que t'es joueur de football. On te dit, il y a Dieu, l'omnipotent et l'omniscient, qui te dit, tu seras Fernando Redondo. Tu auras la cara de Fernando Redondo avec les mêmes attributs, bon, pas physiques, hein, mais avec les mêmes attributs. Mais ça fait partie du joueur. Bah oui. Bon, vas-y. Mais là, moi, la vérité, je signe 1000 fois d'avoir ta carrière sans toutes les opérations que les méchants Milanais ont fait concernant son genou. Donc, non. Vous l'avez refourgué, il était déjà cuit. Mais bon, c'est pas grave. On s'est vengé avec Kaka 8 ans après, c'est pas grave. 9 ans après, bon. Pas pour le même prix, par contre. Ah ouais, pas oui. Ouais. Donc Fernando Redondo, qui ne rêverait pas d'avoir une carrière comme la sienne, a jonché de trophées. C'est l'un des derniers joueurs à avoir gagné un trophée avec la sélection argentine jusqu'à aujourd'hui. Donc, oui, mine de rien, parce que c'est vrai. C'est quelque chose d'extraordinaire. On est en 2021. Eh oui. Et son histoire, c'est quand même bien terminé, parce que bon, il gagne quand même la Ligue des Champions avec Milan, et sa dernière saison, il a quand même eu un hommage et on va dire un match de gala pour sa dernière, où il a partagé la vedette avec Baggio, qui prenait aussi sa retraite sur ce match. Donc titre de champion d'Italie, champion d'Europe l'année d'avant. Voilà, il a payé ses 2 années de galère au Milan. Il en ressort avec des trophées de prestige. C'était à l'époque où le Milan, c'était un club de classe. Franchement. À l'époque. Aujourd'hui, c'est du grand n'importe quoi. On est d'accord. Qu'est-ce qu'on va retenir, Tate, finalement, de la carrière de Redondo? Est-ce que c'est le grand joueur de Liga qui a réussi à confirmer dans le meilleur club d'Espagne? Est-ce que c'est le joueur qui fait partie de cette génération qui a gagné avec l'Argentine, mais qui n'a pas réussi à confirmer par la suite pour des raisons X ou Y? Est-ce que tu vas retenir la classe de cet homme sur et en dehors du terrain? C'est qui Redondo pour toi, finalement? Ouais, avant les titres, c'est vraiment l'impact que tu as par rapport aux autres. Et Redondo, moi, l'impact qu'il a eu, que ce soit pour moi ou pour d'autres, parce que quand on fait un sondage parmi tous les libéraux de leur équipe type, Redondo arrive largement dans beaucoup d'équipes type parmi les libéraux. Et techniquement, comme disait Valdano, il y a des joueurs comme ça, quand ils jouent au football, vous avez l'impression qu'ils ont un costume quand ils jouent au foot. Et Redondo avait donné cette impression-là, d'avoir un smoking quand il jouait, et c'est pas donné à tout le monde. Et c'était les contrôles de balle, les percées, le flair, la tête haute. Le duel aussi. Le goût du duel. Parce que toi, t'as parlé avec Rivaldo, mais il y avait aussi les duels avec Valderrama, quand il jouait contre la Colombie. Avec la Valderrama, c'était des duels incessants, techniquement. Même quand il tacle, il est beau. Mais oui, mais c'est ça que je vais retenir plus de Redondo, et c'est pour ça que des joueurs comme Rabiot et Camavinga, qui sont pour moi les 2 joueurs qui le ressemblent le plus, c'est des joueurs que je suis attentivement, parce qu'ils me font penser à lui, toute proportion gardée, et c'est pour vous dire vraiment l'impact qu'il a dans mon esprit en 2021, encore une fois, jusqu'en 2021, vous vous rendez compte? Mais maintenant, en fait, je vais poser la question à Raphaël. Est-ce qu'il est dans l'équipe type des romantiques, ou est-ce qu'il est dans l'équipe type de ceux qui veulent
faire la liste des meilleurs de leur génération. J'ai En tout l'impression que Redondo est dans la première liste, pas forcément dans la deuxième. En tout cas, il y a de l'équipe type de Sefiu. Hein. Sefiu avait fait une interview, il avait dit qu'il l'aurait mis dans son équipe. Ah ouais aussi. Ah ouais c'est vrai. Je te Ah, mais il jure. connaît le foot, c'est Few, attention. Ah ouais, il Ah, connaît. il Non, attention, je rigole, attention. je rigole. Respect pour Attention. Sefiu, il connaît Wallah bien le tova. foot. Mais Undercover. Quand tu pour veux répondre à le ta salaire achève, pardon. quand tu veux répondre à la question de Reda, ouais, pour les romantiques, déjà c'est simple pour moi. Si t'aimes le foot, tu aimes Redondo. Quand je parle de football, c'est football avec une partie romantique parce que pour moi le football, il y a une part de romantisme, hein, c'est indéniable. Donc forcément sur ta première liste, il est forcément dedans. Sur la deuxième, bah ceux qui vont privilégier on va dire la régularité, la longévité, il sera peut-être pas dans leur liste, mais il faut pas oublier que malgré tout ça, il a une armoire de trophées très conséquente, aussi bien en sélection et surtout en club. Donc, malgré son instabilité, ses blessures, il a quand même glané de nombreux trophées où il a été artisan majeur. Et même si il n'a que 29 sélections avec l'Argentine, ceux qui le mettent sur ses performances sportives dans leur Dream Team, ce serait pas non plus incongru, même si on sait qu'il y a beaucoup de concurrence de ces dernières années à ce poste, Iniesta et j'en passe. Donc, Non, mais attends, pendant 3 ans, c'est le meilleur milieu de terrain au monde. Entre 97 et 2000, on peut dire que c'est le meilleur. Hein. bien sûr, comme Ronaldinho sur sa période Barcelone. Enfin, c'est des gens qui ont perduré. Pardon? En 2000, je dirais Mendieta. Mais Mendieta jouait plus haut. Ouais, c'est vrai. Mais bon, Ouais, dans tous les disons cas- que. Ouais, ça se Il- ouais. En fait, Reda, Continue. pour finir pour ta question, il aurait pu faire mieux, ça c'est indéniable. Maintenant, la part de charisme et de valeur d'un joueur n'est pas tant à montrer le maximum de son potentiel, mais aussi de voir la trace et l'héritage qu'il a laissé envers son passage. Et je pense que Redondo a laissé une trace indélébile dans le bon sens du terme. Mais pour finir, excuse-moi, Reda, je pense que ce qu'il faut pas oublier, c'est que Redondo, il est né en 1969. Mhm. Et nous, je pense qu'on l'a connu assez tard, en fait. C'est peut-être ça aussi qui fait que on a ce sentiment d'inachevé. Je pense que si on avait connu cette décennie des années 90 de son entame jusqu'à la fin, je pense qu'on aurait peut-être eu une autre vision de Fernando Redondo. Parce qu'honnêtement, Redondo, on le connaît, on va dire, vraiment de 98 à 2004. 98-2004, on va dire, si tu coupes justement cette partie en deux, il n'y a que le début en fait qu'on voit vraiment. Il y a que le début de cette partie-là où on voit vraiment un grand joueur. Et à la fin, malheureusement, ces blessures font que. Moi, je suis d'accord avec. Je pense qu'on a un avis qui est plus ou moins biaisé par rapport à ça. Moi, je suis d'accord avec toi, Johan, parce que bon, Ronaldinho au PSG, il montre quand même des choses, mais la partie prime de Ronaldinho, elle dure quoi au Barça, elle dure quoi 3 ans 3 ans et demi, 4 ans max. Toujours Paris, Raphaël. Paris, Bah, toujours Paris. on n'a pas de l'interne. Non, mais On n'a pas de l'interne. Non, mais juste pour finir, dans tous les cas, Ronaldinho, aujourd'hui, il a plus, je sais, il a plus marqué notre génération, nous, parce qu'on l'a vu dans nos âges. Et aujourd'hui, Ronaldinho, il est encore considéré comme un des meilleurs joueurs de l'histoire, etc. Mais Redondo, pareil, comme l'a dit Johan, on l'a pas connu à son prime suffisamment longtemps pour retenir sa belle partie en fait. Donc je suis un peu d'accord avec Johan pour ça. En fait, Redondo représente finalement tout ce qui existe dans l'esprit des libéraux et du football de notre enfance qu'on aime si bien traiter. C'est qu'en fait, un joueur, il suffit qu'il rentre dans les mœurs pour ce qu'il est, pour ce qu'il représente sur sa manière de jouer, quand bien même il ne fasse pas 15 ans avec les mêmes ordres de passage. En fait, à l'image de Ronaldo avant lui ou même Ronaldinho, comme tu l'expliques, Raphaël, parfois 3 ans, 4 ans, si on veut exagérer, suffisent. Et on suffit pour un mec comme Redondo pour entrer dans le cœur de tous les amoureux du football. Et il fait partie de ceux qui a planté cette petite graine sur sa manière de jouer et d'appréhender le football qui s'est développée dans notre amour du football par la suite. Et ça, je pense que ça vaut tous les trophées. C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content.